Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. La guerre est-elle déclarée entre les enseignants et leur ministre de tutelle, Valérie Glatini? Demain, les syndicats appellent en tout cas à une mobilisation. Face aux efforts budgétaires demandés, aux réformes annoncées, la colère gronde. Quelques mois seulement après la mise en place du gouvernement MR engagé. Alors, cette première grève en appelle-t-elle d'autres? On en discute ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Valérie Deneyer. Bonsoir, vous êtes secrétaire communautaire de la CGSP Enseignement. Et puis j'ai le plaisir de recevoir aussi Bruno Hendricks. Bonsoir, vous êtes président du COBRA. C'est le collège des directeurs de Bruxelles et du Brabant Wallon pour l'enseignement libre. Oui. Merci d'être avec nous ce soir. Valérie Deneyer, première question. Vous vous attendez à un mouvement très suivi? Oui, c'est sans précédent. Donc, de ce qui nous revient du terrain, il y a des écoles qui sont fermées, énormément d'écoles fermées, énormément de membres de personnel qui participent à l'action. Ils sont très, très motivés. Ils ont envie de pouvoir exprimer par les piquets de grève, par le fait qu'ils ne travailleront pas, qu'ils ne prendront pas en charge les enfants, le fait que tout ce qui se passe aujourd'hui est vraiment problématique pour eux. Ils ont aussi envie de sensibiliser l'opinion publique, les parents, le reste de la société à cette problématique, parce que bon, l'enseignement, c'est quand même un peu la base de la société, en tout cas la société Bruno de qualité. Hendricks, même question pour vous. Vous attendez, même dans le libre, où généralement les mouvements sont parfois moins suivis, vous attendez à une mobilisation ? Oui, il semblerait que la mobilisation soit présente. Après avoir discuté avec certains de mes collègues, effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui ont déjà annoncé qu'ils compteraient faire grève demain. Donc, il y a plus de mobilisation maintenant que lors d'autres préavis de grève, par exemple. Donc, effectivement, ça semble assez important. Oui. Alors, Valérie Deneyer, pourquoi maintenant, ça fait quelques mois seulement que le gouvernement est mis en place, les projets sont en discussion mais n'ont pas encore été votés, les projets de raboter, par exemple, de 3% les budgets dans l'enseignement qualifiant. Pourquoi déjà vous mobilisez maintenant ? Peut-être justement parce qu'ils n'ont pas été votés qu'on se mobilise pour empêcher que ce soit voté. Donc en fait, nous avons eu connaissance de la déclaration de politique communautaire en début d'année, enfin en juin dernier, et suite à ça, déjà un certain nombre de choses ne nous plaisaient pas là-dedans, c'était vraiment problématique pour nos affiliés. Et donc nous, on a fait une campagne d'information, parce qu'en fait, dans cette déclaration de politique communautaire, il y a aussi beaucoup de miroirs aux alouettes. En fait, on donne l'impression que c'est des bonnes solutions, des bonnes propositions, alors qu'on ne voit pas très bien ce qui se cache derrière. Donc on a fait ça, et puis ensuite est arrivée la proposition de décret-programme, qui en fait est une austérité complètement déguisée et ciblée en fait. Donc on cible vraiment sur les plus faibles, on va renforcer les inégalités. Et donc à ce moment-là, nous, notre base nous a dit, dès qu'il y a la moindre attaque sur ce genre de situation, ce genre de choses, ainsi que sur notre statut, eh bien nous, on veut des actions. Et donc nous, on a suivi la demande de nos affiliés. Ouais. C'est pour ça que c'est un succès. Oui, alors Bruno Hendricks, on a vu aussi des directeurs réagir. Par exemple, certains directeurs d'associations de directeurs dire on dénonce le manque de concertation. Il n'y a pas eu de concertation. Vous n'étiez pas au courant qu'on allait annoncer ce plan de cette diminution des moyens? C'est-à-dire que lors de la déclaration de politique, il y a eu effectivement une annonce comme quoi il y allait avoir une restructuration, une réorganisation et des économies qui devaient être faites dans l'enseignement. Donc, on va dire sur le plan de base, on était au courant. Bien entendu, maintenant, je pense que le problème est surtout dans la manière dont tout cela s'implémente, se met en place. Ça risque d'aller peut-être un petit peu trop vite. Les concertations sont-elles réellement des concertations, juste des simples moments d'écoute? Voilà, je pense que la difficulté réside là. Qu'est-ce qu'on entend par une concertation? Est-ce que c'est simplement un moment de politesse et d'écoute ou un moment où on réfléchit ensemble? Donc on ne vous avait pas annoncé et vous l'avez appris par la presse, si j'ai bien compris. Oui, donc c'est-à-dire, en tout cas, nous, les directions, nous ne sommes pas autour de la table des négociations. Les syndicats le sont, les membres de pouvoir organisateur le sont, les associations de parents le sont, mais pas les directions. Donc nous, de toute façon, on apprend les informations
via la presse essentiellement, ou via des collègues ou des connaissances. Donc non, on ne savait pas que ça allait se faire de cette manière-là, à ce moment-là. Oui, et vous soutenez la grève, vous, Bruno Hendrix? Alors, c'est délicat parce que je suis quand même directeur d'école. Donc, moi, quand il y a une grève, j'expliquais à madame qu'effectivement, pour nous, directeurs d'école, c'est compliqué parce qu'on doit organiser cette grève. Donc, quand les enseignants ne sont pas là, les écoles fondamentales, je dis bien du fondamental, doivent accueillir les enfants. Et donc, il faut pallier, entre guillemets, au manque d'enseignants et s'organiser. Donc, c'est très compliqué pour nous. Néanmoins, le droit de grève est un droit fondamental qu'il faut respecter, quoi qu'il arrive. Le droit de travail également, donc il faut ménager la chèvre et le chou. Et donc voilà, moi en tant que directeur, je peux comprendre que les gens fassent grève, certainement, c'est leur droit. Maintenant, d'un point de vue pratique, c'est plus compliqué pour nous, directeurs d'école. Oui, alors demain, il y a juste des piquets de grève, il n'y a pas de manifestation, ça va se résumer à... On ne va pas empêcher les profs d'entrer, j'imagine, ceux qui veulent donner cours. Donc, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de sensibiliser ceux qui veulent donner cours quand même, parce qu'on pense qu'ils n'ont pas bien saisi peut-être l'ampleur de ce qui va arriver, ou peut-être qu'ils estiment qu'aujourd'hui, ils ne sont pas concernés. Mais on ne va pas les empêcher de rentrer dans les établissements, mais c'est surtout sensibiliser aussi les parents, je pense, et le reste de la société. Mais ça, je pense que c'est en train de se faire, en fait. Alors, on va parler de cet enseignement, des moyens rabotés dans l'enseignement qualifiant. Valérie Glatini, la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était notre invitée il y a quelques jours. Et pour elle, on n'a pas le choix. On doit faire des économies. Et cela doit passer par la diminution du nombre d'options dans le qualifiant. Écoutez-la. Moi, je rappelle qu'on ne touche évidemment pas aux missions essentielles de l'école, on ne touche pas au salaire des enseignants, on ne touche pas à l'indexation, mais effectivement, il faut prendre conscience que le monde de l'enseignement n'est pas particulièrement visé, mais qu'il y a une série d'économies à faire dans tous les secteurs. Et ce qu'on va faire, c'est simplement diminuer le financement accordé aux établissements. On passe de 100% à 97% pour les inciter, en effet, à avoir une attention particulière pour ces petites options. On sait qu'on a 5400 options. 2700 sont fréquentés par moins de 10 élèves et parmi ces 2700, on a 1300 pour lesquels il y a une offre qui existe à quelques kilomètres. Et donc c'est simplement inciter à réduire les doublons. Ben voilà, Valérie Deneyer, vous avez entendu, on n'a pas le choix en fait de faire des économies et tout le monde devra y passer. Votre réponse par rapport à ça? Mais donc c'est bien de l'austérité. Voilà. Je pense qu'elle ferait bien, la ministre, plutôt que de se faire conseiller par McKinsey, de faire une vraie concertation avec les acteurs de l'enseignement pour comprendre comment ça se passe et ce que de telles décisions vont amener dans l'école. Et prendre le dogme de l'Europe et des contraintes budgétaires pour trouver des arguments pour l'enseignement, c'est un peu faible en fait, parce qu'on peut très bien, au niveau, européen, on peut être dans les clous avec ce qui est demandé. Il suffit en fait d'augmenter les recettes. Elle choisit de diminuer les dépenses. Oui, alors Monsieur Hendrix, quand vous entendez son argumentaire, il y a 5400 options, 2700 au moins de 10 élèves, c'est vrai que ça ne paraît pas très rationnel de garder toutes ces options dans le qualifiant avec moins de 10 élèves. C'est-à-dire que c'est un problème qui est relativement global à l'enseignement ici, la Fédération Wallonie-Bruxelles. On sait que c'est un enseignement qui coûte extrêmement cher. De nombreuses études l'ont démontré. C'est un enseignement qui est très bien achalandé. Il y a pas mal d'argent, mais les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur des espérances. Et donc, je pense qu'il est normal qu'un gouvernement réfléchisse toujours à faire mieux avec ce qu'il a. Et donc, de temps à autre, il faut réformer ou changer certaines choses. La société change, les attendus changent de l'école, donc il est normal d'avoir une réflexion sur le sujet. Alors, actuellement, là, on parle essentiellement du qualifiant. Le qualifiant, il est vrai... Donc le qualifiant, c'est les techniques de qualification et le professionnel, oui, tout à fait. Pour que nos téléspectateurs comprennent. Tout à fait. Donc le qualifiant est une filière qui coûte relativement cher. Vous avez par exemple des étudiants qui font de la carrosserie. Bon, évidemment, il faut des garages, il faut ce genre de choses. Donc c'est plus coûtant, évidemment, que de l'ordinaire. Néanmoins, quand il y a trop d'options, comme vous le soulignez, il ne faut pas être un grand mathématicien pour comprendre que ça coûte de plus en plus cher et qu'il est peut-être nécessaire ou utile de rationaliser la chose d'une manière ou d'une autre. Il en va de même pour les cours de morale ou de toutes les religions différentes. Il faut trouver un professeur de temps en temps pour
un élève. Oui. Alors Oui, justement... on peut aussi fusionner les réseaux si on veut. Pour Oui, faire mais des non, mais là, elle économies, dit, il y a, dans ces 2700 options, il y en a 1300 où il y a des alternatives à quelques kilomètres. Donc finalement, ces élèves ne seraient peut-être pas privés de leur option. Est-ce qu'il n'y a pas une rationalisation, comme le dit à faire, comme le dit M. Hendricks à certains moments? Ah, mais moi, je n'ai pas cette information-là. Donc, comme de Mme Glatini, on ne reçoit jamais de documents de rien. Elle donne toute une série d'éléments de langage ou d'éléments qu'elle assène, en fait, sans qu'on puisse les vérifier. Donc, moi, je n'ai pas cette même information-là. Donc, moi, je ne peux pas donner un avis sur quelque chose dont je ne suis pas certaine que ce soit la réalité. Oui, pour vous, Voilà. ça va de facto, ça va entraîner une Ce qui se diminution passe, du c'est nombre que d'emplois, voire même de certaines écoles. Voilà, vous ça va dites. diminuer. Nous, on a estimé les mesures à une perte de 500 emplois. En fonction des chiffres qu'elle a bien voulu nous donner et qui ont l'air un peu bizarres d'ailleurs. Mais surtout, c'est aussi des gamins qu'on va laisser sur le côté parce qu'une des mesures, c'est aussi d'empêcher la réinscription d'enfants majeurs dans certaines années. C'est aussi de fermer des septièmes années qui sont des années de spécialisation dont certains secteurs, parfois en pénurie, ont demandé qu'on l'organise. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une vision vraiment pas sérieuse, en fait, pour pouvoir prendre des bonnes mesures, en fait. Ouais. Vous avez Ce n'est pas de la bonne gestion. Oui, vous avez l'impression, vous, qu'effectivement, il y a trop de mesures qui arrivent en même temps, trop de réformes en même temps? C'est-à-dire que l'enseignement est un moment pivot. Il y a beaucoup de réformes qui se sont implémentées en quelques années avec le tronc commun. Donc, effectivement, en tout cas, les directions, on ne va pas dire qu'il y a trop peu de réformes. Il y en a beaucoup pour le moment. Ce n'est pas toujours facile d'implémenter certaines réformes. Mais je pense que des réformes sont nécessaires. Tôt ou tard, il faut prendre le taureau par les cornes et analyser la situation et se rendre compte, est-ce que notre enseignement tel qu'il est aujourd'hui est encore tenable? Je pense que le ministère prend une décision qui est difficile parce que il faut sabrer peut-être certainement à gauche ou à droite, et ça fait mal, ça c'est une certitude. Mais je pense que c'est responsable quand même d'avoir ce moment de réflexion sur la manière dont l'enseignement est, entre guillemets, géré, ou en tout cas comment les deniers publics sont utilisés. On s'attaque aux plus faibles. Toutes les mesures qui sont prises, ce sont des mesures qui sont sur les plus faibles. C'est des mesures sur l'enseignement qualifiant. On va laisser des gamins vivoter sans aucune formation. Oui, apparemment, elle dit qu'il y a des alternatives, puisque les options existent à quelques kilomètres. Mais non, je vous disais que moi, je ne suis pas persuadée que ça. On va les laisser, ils vont devoir être pris en charge par Actéris, par exemple, alors que Actéris n'a pas de moyens en plus pour s'occuper d'eux. C'est les plus faibles aussi, parce que dans le même temps, Mme Glatini suspend, par exemple, tous les contrôles de ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Donc c'est aussi une vision, si on est de manière transversale, si on voit toutes les mesures qu'elle propose, il y a quand même le questionnement de qu'est-ce qu'on veut comme société et qu'est-ce qu'on veut comme école. Et toutes les mesures qu'ils prennent, c'est sur les plus faibles, c'est ciblé, on attaque l'enseignement officiel aussi, et donc c'est un projet qui va augmenter les inégalités scolaires. Oui, parce qu'elle dit dans son interview, vous l'avez entendu, on ne touche pas aux missions de l'école, on ne touche pas au salaire, et donc par rapport à ça, elle semble convaincue que les missions de l'école vont pouvoir s'exercer correctement, même en diminuant le nombre d'options. Oui, alors ça, c'est le problème de Mme Glatini. Donc, soit elle ne connaît pas bien le terrain, et c'est pour ça qu'elle dit ça et qu'elle peut être convaincue, mais ce n'est pas la réalité. Soit elle sait très bien que ce n'est pas la réalité, et à ce moment-là, il y a autre chose derrière les mesures qu'elle propose. Et c'est ce que nous pensons. Comme par exemple, moi, je pense que c'est une anglo-saxonisation de l'enseignement. Ouais, c'est-à-dire augmenter le fait qu'il y ait de plus en plus d'écoles, de réduire les moyens de l'école publique pour permettre à côté se créer des écoles privées où les parents payent un minerval. Vous avez cette impression-là qu'on va aussi vers un modèle plus anglo-saxon, M. Hendricks? En tout cas, on est dans un modèle qui sera beaucoup plus contractualisé, c'est-à-dire qu'il faudra rendre plus de comptes et on va devoir essentiellement se baser sur des chiffres, même en pédagogie, sur des résultats scolaires, ce genre de choses. Ça, je pense que c'est sûr. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Ça, je n'en suis pas certain. Je ne suis pas un spécialiste, on va dire, de la question. Je suis juste un directeur d'école, donc je vois la gestion de mon établissement scolaire. Oui, mais sur la diminution du nombre d'options, j'ai l'impression, à vous entendre, que vous estimez que c'est inévitable, en fait, aujourd'hui. Oui, je pense. Je pense qu'il faut rationaliser un petit peu les choses. On ne peut quand même pas garder des options pour 2, 3, 4 élèves. C'est trop cher parce que c'est aux dépens d'autres classes ou d'autres élèves. Alors on fait un tronc commun jusqu'à 15 ans ou 16 ans et on résout le problème et tout le monde est content parce que nous, on est contents à ce moment-là. Oui. Et vous avez l'impression que ça pourrait entraîner à un certain moment que ça mettrait l'existence de certaines écoles en péril? Oui, parce qu'il y a quand même des structures qui sont particulières. Toutes les écoles ne sont pas similaires. Donc, vous allez avoir des écoles qui ont un nombre d'élèves, on va dire, suffisant ou minime. Et si on enlève évidemment certaines options, il faudra réorganiser le tout.
réorganiser des options, surtout dans le qualifiant qui nécessite une infrastructure très spécifique, ce n'est pas facile. Je veux dire là, dans le côté technico-pratique, ça, ce n'est pas facile, ça va être un casse-tête pour beaucoup d'écoles. Oui, alors il y a une autre réforme qui vous met en colère, vous, les syndicats, c'est la fin du statut pour les nouveaux professeurs, les nouveaux enseignants. Écoutez à ce propos la justification de Valérie Glatini. Moi, ce que je voudrais surtout faire, c'est régler l'absence de statut pour les jeunes enseignants. Ceux qui passent d'intérim en intérim, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est le retour du statutaire. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est surtout un CDI pour les jeunes enseignants, pour les ancrer dans le métier. Non, ce n'est pas une mesure d'économie, parce que avec le CDI, il y a prévu une augmentation de barème, donc une augmentation de salaire pour les jeunes enseignants qui vont sortir formés en 4 ans. Donc, ça va coûter plus cher à la fédération, mais ce qu'on souhaite faire, c'est avant tout lutter contre la pénurie. Et on sait qu'on a un exode vraiment trop important de jeunes. Donc 1 sur 3 va quitter l'enseignement dans les 5 ans et donc il faut pouvoir l'ancrer dans le métier. Ouais. Alors Monsieur Hendricks, la fin du statut, bonne ou mauvaise chose pour vous ? Je pense, en tout cas personnellement, et pour beaucoup de mes collègues, ça peut être une bonne chose pour simplifier évidemment certains tracas administratifs. Peut-être également pour simplifier un petit peu la pérennisation de l'emploi pour des nouveaux enseignants, parce que bien souvent, vous avez un enseignant qui est nouveau, qui commence dans une école, il remplace quelqu'un qui est soit en absence, soit en détachement. Et de temps en temps, ces détachements, ces absences peuvent durer très longtemps et l'enseignant, lui, n'est pas nommé dans le poste, donc il est dans une situation relativement précaire. Le CDI pourrait, je suis prudent. Le conditionnel. Tout à fait, parce qu'on n'a pas les termes de ce CDI, on n'a pas tout cela en main, on n'a pas encore les conditions du CDI, pourrait peut-être simplifier l'accès en tout cas à un CDI. Et un CDI, pour moi en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'horrible. Je pense que 80% de la population a un CDI en Belgique et vit très bien. Donc, mais il faut voir les conditions du CDI. Parce qu'un CDI n'est pas l'autre. Oui, alors Valérie Denay, pourquoi s'arc-bouter sur cette question du statut ? Pourquoi ça reste essentiel pour vous, puisque les nouveaux enseignants auront des contrats à durée indéterminée ? Mais d'abord, pourquoi avons-nous eu un statut ? Avons-nous eu une nomination ? C'était simplement à l'époque pour permettre que des enseignants qui aient des positions politiques ou dans l'enseignement libre qui n'étaient pas mariés, ce genre de choses, puissent ne pas être licenciés, ne pas être pénalisés pour leurs opinions personnelles et leurs engagements personnels. Donc c'est ça l'histoire. Donc ensuite, le problème c'est que Mme Glatini, elle confond 2 choses. Elle confond le statut de l'enseignant avec les attributions des enseignants. Les attributions des enseignants, c'est vrai qu'au début, en début de carrière, les jeunes enseignants ne sont pas stabilisés, ils circulent d'école en école ou d'année en année. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'une année à l'autre, c'est la concurrence scolaire qui fait ça. On perd des élèves et donc on perd des emplois, on perd des heures de cours. Le CDI ne va rien changer à ça. On va toujours perdre des heures de cours. Tant que les élèves sont l'élément qui permet de déterminer les emplois, on perdra aussi des heures de cours. Donc qu'on soit en CDI ou pas en CDI, ça ne changera rien. Ou alors elle engage des enseignants qui sont en CDI, même s'ils ne donnent plus cours. C'est-à-dire qu'ils perdraient des élèves, ils perdraient des heures de cours, et alors ils restent en CDI. Ou alors ils ne restent pas, mais il faut donner un préavis. Donc en fait, il y a quelque chose dans le système, dans ce qu'elle propose, qui ne va pas. Oui, et pourquoi vous, M. Hendricks, vous estimez que ça pourrait, puisque j'emploie le conditionnel comme vous, ça pourrait être plus souple en termes de gestion ? Je pense que ça peut être plus souple, tout simplement, pour ne pas être dépendant de postes qui sont figés par des anciens enseignants, des enseignants qui ne travaillent plus, qui sont en détachement. C'est relativement problématique, parce qu'on est toujours dans l'incertitude. Et on ne sait pas, par exemple, vous avez un nouvel enseignant qui fonctionne très bien, vous dites, chouette, j'aimerais bien le garder. Eh bien non, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a le jeu des prioritaires entités, etc., qui s'ajoute chaque fin d'année, donc des enseignants qui ont... l'arbitraire, oui. Voilà, donc, et du coup, on est obligé de prendre des gens, peut-être, qui ne correspondent pas, parce que la personne, on n'a pas pu lui donner un contrat, et elle est, entre guillemets, volante d'une école à l'autre. Ça pourrait mettre fin à cela. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu rationnel. Comme le disait Madame, la nomination, ça ne vient pas de nulle part. À l'époque, c'était vraiment pour protéger effectivement les intérêts des enseignants, pour pas qu'on puisse les balayer d'un revers de la main sans problème. Mais je pense que tout a tellement évolué, je ne pense plus que nous sommes il y a un siècle, et je pense que maintenant, les CDI sont des contrats qui sont assez bien bétonnés. On ne met pas quelqu'un dehors comme ça parce qu'il a un CDI. En tout cas, alors c'est la même chose pour tous les autres travailleurs qui ont des CDI. On va derrière-garde, Valérie Denay, parce que Valérie
Rigatini dit aussi, et je le précise, que ça va être assorti d'une augmentation salariale, puisque les études sont plus longues aujourd'hui. Oui, mais c'est bizarre, puisqu'il faut faire des restrictions budgétaires et qu'elle dit elle-même qu'il faut suivre les règles de l'Europe. Donc c'est un peu bizarre qu'elle dise dans un côté il y aura une augmentation, mais d'un autre côté il faut faire des économies de l'autre côté. Oui, c'est ce que demandaient les nouveaux enseignants, c'est ce que vous demandiez aussi. Hein. Moi, le nombre d'années d'études augmente, donc on doit augmenter les barèmes. Mais c'est étrange qu'elle ne soit pas cohérente par rapport à ça. Surtout que le CDI va coûter beaucoup plus cher. En fait, les cotisations NSS coûteront plus cher que pour des fonctionnaires. Donc ça va coûter plus cher à la société. Voilà, je ne sais plus quelle était votre question. Oui, mais je vous disais combat d'arrière-garde. Ah oui, non, pas du tout. Mais on essaie de nous faire passer pour des has-been. Mais effectivement, par exemple, dans les communes où c'est très politisé, il est important que les enseignants continuent d'être nommés. Pourquoi ? Parce que sinon, changement de majorité, il arrive très souvent que la fille du bourgmestre, la fille de l'échevin ou l'ami d'amis, on demande qu'ils soient engagés, qu'ils remplacent un autre enseignant. Si les enseignants ne sont pas nommés, c'est le fait du prince. Je vous vois sourire, M. Hendrix. Oui, il y a des CDI, il y a des lois quand même. Donc on n'est pas dans un pays où on met les gens dehors comme ça parce qu'on a envie, etc. Les CDI, ce seront seulement des CDI adaptés à l'enseignement en plus. Donc j'imagine que ce sera fait en bon père de famille. On ne peut pas toujours voir les choses du mauvais côté, il faut voir également les choses du bon côté. Oui, pour vous, est-ce que vous imaginez que ça peut être une solution face à la pénurie de profs dans certaines matières? On sait que c'est un calvaire pour les directions d'école. Est-ce que ça peut aider finalement? Ça, par contre, je ne vois pas. Non. Je ne vois pas en quoi ça va aider d'avoir plus d'enseignants, que ça donne, que ça rassure certains enseignants, pourquoi pas, que ça n'effraie pas trop de nouveaux, je comprends, que cela attire. Ça, je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi passer en CDI au lieu d'une nomination pourrait attirer. Ça pourrait peut-être stabiliser certains nouveaux enseignants qui partiraient dégoûtés. Mais je ne pense que l'un dans l'autre, ça ne va pas attirer beaucoup de monde. Vous avez l'impression, vous, que ça va être le contraire, finalement? Ça va décourager certains à se lancer dans l'enseignement? Oui, parce que l'objectif, c'était quand même d'espérer... En fait, la nomination permet justement une stabilité dans les attributions. Dans les classes que l'on a, on est garanti d'avoir en fait un horaire complet. On n'a pas garanti d'avoir sa classe et telle classe. Mais ça garantit au moins d'avoir un horaire complet et donc de continuer. Et normalement, c'est les classes qu'on souhaite, etc. Mais si on n'a plus cette possibilité, cette garantie-là, et que tout devient un peu insécure, eh bien moi je pense que ça va faire fuir. Les enseignants, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et voilà. Et donc par rapport à ça, il y avait aussi une demande qui est de très longue date de la part des directions, c'est d'être déchargé de certaines démarches administratives qui deviennent de plus en plus lourdes. Est-ce que là-dessus, vous pensez qu'on y va ou vous ne voyez pas dans l'ensemble des réformes de simplification ? J'entends une volonté de simplifier, ça c'est sûr. Je vois déjà que nous recevons moins de circulaires. Mais elles vont être juste condensées à certains moments. Donc je ne pense pas que le travail administratif se fait et on va le recevoir. La complexification administrative est sans nom pour le moment. Donc on est totalement noyé. Donc on n'est plus dans de la mesure ou de l'administration réfléchie. On est dans une suradministration. On appelle ça d'ailleurs de la bureaucratisation pédagogique actuellement. Il faut remettre des chiffres, il faut remplir des rapports et des conseils et des audits. Donc non, la simplification administrative, je ne pense pas qu'elle soit présente là. Oui, simplification pour les profs aussi qui ont aussi une surcharge très rapidement. Le lien avec la question précédente, c'est ça, c'est qu'en fait, la pénurie, la cause, ce n'est pas qu'ils ne sont pas stabilisés. La cause de la pénurie, c'est parce qu'on demande aux enseignants de faire des tas de choses différentes que leur métier. Et bon, moi, j'avais une enseignante au téléphone l'autre fois qui me disait « Je pourrais être une très très bonne enseignante, mais en fait, avec tout ce qu'on me demande, je suis épuisée. En fait, je suis une institutrice moyenne. » Très bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir débattu sur ce plateau. Et nous, on suivra effectivement demain cette mobilisation des enseignants. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de Plus d'actu. Très bonne soirée à tous.